c'est bien que vous fassiez ce travail, parce que je crois que quand une société, c'est comme dans les familles, vous savez, on parle beaucoup des secrets de famille, quand dans une société on essaie de cacher la réalité, je pense que cette société, elle a besoin de vérité. Je pense que votre génération a besoin de savoir ce qui s'est passé, a besoin de savoir que c'est la police française, la gendarmerie française, qui a procédé à garder les camps où étaient les raflés, par exemple à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande, des rafles du 16 juillet à Paris. Je crois que vous avez besoin de savoir ça. Il n'est pas question d'aller, comment dirais-je, refaire un procès maintenant. Il faut parler, il faut dire les choses. Je crois que vous méritez la vérité. Cette génération-là mérite la vérité. Peut-être que c'est à vous de la dire et de la chercher. Donc j'ai réfléchi moi aussi qui je pouvais vous proposer comme témoin vraiment. Alors Lucienne, elle est née en 41. Son papa est déporté à Auschwitz et il n'en reviendra pas. Et sa maman, elle et sa grande sœur réussissent à survivre dans des conditions qu'elle a totalement éclaircies seulement il y a quelques années. Voilà, donc ça si ça vous intéresse, je peux vous proposer une rencontre avec Lucienne, mais j'ai cherché vainement des gens encore en vie. Non, c'est pas possible. Mais il y a d'autres exemples qui sont très très intéressants aussi. Si vous voulez travailler par exemple sur un pays, vous avez un pays qui a eu une attitude absolument remarquable, qui est le Danemark. Et au Danemark, peut-être que vous avez travaillé sur l'atome de bore. Non, vous n'avez pas travaillé sur l'atome de bore, vous n'avez pas fait de chimie. Physique-chimie? Non, vous faites pas. Vous faites pas de physique et chimie, vous êtes en quelle classe? Moi, je fais la spécialité physique, donc ça me dit quelque chose. Bah oui, quand même, l'atome de bore, 1912, voilà, le modèle donc du noyau et de l'électron qui tourne autour Oui, sur une... On a commencé le chapitre ce matin. Ah ben c'est bien. Alors, Bohr est donc danois, il est juif par sa mère, et vous savez que pour être catalogué comme juif, il fallait avoir 2 grands-parents juifs. À partir de là, que vous soyez converti, par exemple, à la religion catholique ou à n'importe quoi, ça ne comptait pas. C'était le sang que vous portiez dans vos veines qui pouvait polluer ce si bon sang des Ariens qui comptait. Voilà. Donc lui, il était catalogué comme juif. Donc il est exfiltré du Danemark pour aller vers la Suède, qui était un pays neutre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont plus de 7000 juifs au Danemark. Ils sont avertis, la population résistante est avertie la veille du projet donc de rafle, comme il y a eu à Paris, le 16-17 juillet 42, et presque toutes les populations qualifiées de juives du Danemark vont être évacuées par bateau vers la Suède. Il n'en restera que, je crois, 700, un petit peu moins même peut-être, et le nombre de péris, ils iront après à Theresienstadt, doit se limiter, c'est déjà de trop, mais c'est une centaine. Voilà, donc c'est vraiment un exemple absolument fantastique de toute une population accueillie donc en Suède, évacuée du Danemark par bateau. Et Bohr n'acceptera de quitter le Danemark pour être exfiltré vers les États-Unis, où il va travailler sur le projet Manhattan. Vous savez ce que c'est que le projet Manhattan, hein, de créer donc cette bombe. Quand il aura la certitude donnée donc par le roi de Suède que toute la population qualifiée de juive au Danemark sera accueillie en Suède. Donc j'avais pensé que, faute de témoins, ça pouvait être un sujet intéressant pour ceux qui s'intéressent à la physique et à la chimie. Et puis au cinéma, eh bien, vous avez Greta Garbo, qui était intervenue personnellement auprès du roi de Suède pour demander à ce que la population soit protégée, que Bohr soit protégé. Voilà, j'ai pensé à ça et j'ai regardé le site de la Shoah. Sur le site de la Shoah, ça sera à vous de voir, en plus de Lucienne par exemple, s'il y a d'autres personnes qui peuvent vous intéresser, surtout qui seraient encore en état de se déplacer. Lucienne, je sais qu'elle se déplacera, je la connais très très bien, c'est une excellente amie et vous verrez, c'est une personne extraordinaire. C'est quelqu'un de hors du commun que j'aime vraiment beaucoup et je serais
Je serais contente que vous fassiez sa connaissance. Je n'ai pas trouvé autre chose à vous proposer. Vous avez bien sûr, sur la Bretagne, vous avez le dernier train qui part de Rennes, alors que la mairie de Rennes est déjà occupée donc, par un représentant du gouvernement provisoire de la République française. Il y a quand même un train de déportés qui part en gare de Rennes. Il porte le nom, si ma mémoire est bonne, de train de Langeais. Vous avez donc des gens qui réussissent à s'échapper. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver les noms, bien sûr. Mais les trouver vivants et en bon état, je ne crois pas que ce soit possible. En général, parmi mes amis, par exemple, puisque moi je m'occupe de cette association depuis que je suis en retraite dans le Finistère, eh bien, parmi mes amis, ceux qui sont morts les premiers, ce sont souvent les déportés. Leur corps a été soumis quand même à des traitements tellement durs que déjà survivre pour moi, c'est résister. C'est invraisemblable les conditions dans lesquelles ils sont dans la plupart du temps. Les survivants, ce sont vraiment des miraculeux. J'avais aussi pensé, je ne sais pas si vous la connaissez, à la sœur de Simone Veil. Voilà, je trouve qu'elle a un parcours particulier, vraiment intéressant aussi, dans sa façon de résister à la déportation d'une part avant que sa famille soit raflée. Elle quitte. C'est une famille qui habite à Nice. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la famille Jacob. C'est une famille qui habite à Nice. Le père qui est architecte, la mère qui a fait des études mais qui ne travaille pas, comme ça se passe souvent à l'époque. 4 enfants. La dernière est Simone Veil et la deuxième, c'est Denise, connue sous le nom, dans la résistance, de Miarca. Denise va être une résistante dans la région de Lyon, donc elle quitte sa famille parce que ça devient vraiment très dur pour eux, ils n'ont plus les moyens de survivre. Son père, en tant qu'architecte juif, il est rayé de la liste des architectes qui ont le droit de s'installer. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils vivent comme ils peuvent, avec quelques amis qui les aident, et puis quelques travaux que font les filles. Donc Denise part à Lyon. Les jeunes filles de cette famille et le garçon font partie des scouts. Donc par cette filière-là, elle part donc à Lyon. Elle est résistante dans le groupe Francs-Tireurs. Donc elle résiste bien 2 fois à la déportation, d'une part à la déportation de sa famille et d'autre part là en tant que résistante. Et donc elle est dénoncée, elle est prise, elle est torturée par l'équipe de Barbie à Lyon. Alors elle fait un geste extraordinaire avant de subir le traitement de la baignoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle enlève sa montre. Moi, je trouve ça incroyable. Donc, elle sait qu'elle aura peut-être besoin de savoir l'heure, peut-être sa montre pourra encore lui servir. Elle sait ce qui l'attend, ce qu'on va lui faire subir, et elle pense à enlever sa montre. Moi, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et donc, elle est déportée à Ravensbrück, et là, elle ne donne pas, elle est connue sous le nom de Miarca, elle ne donne jamais son nom réel, parce que s'ils savent qu'elle est juive, bon, elle va subir un traitement encore plus dur et peut-être être directement gazée et éliminée. Donc c'est aussi une façon de résister à ce moment-là, avec le soutien de ses camarades de déportation, de ne jamais dire qui elle est, sauf une fois. À un moment, vous avez des gens de Mauthausen, au moment où il y avait l'armée rouge qui arrive à l'Est, qui commence à déplacer leurs résistants. Et donc il y a un groupe, pas de Mauthausen, je me trompe, d'Auschwitz, qui arrive à Ravensbrück. Et elle est inquiète forcément pour sa famille, et elle sait donc que quelqu'un lui dit qu'elle a vu Simone, Madeleine et Yvonne Jacob à Auschwitz. Et elle se dit, si je leur dis qui je suis, que ce sont mes sœurs et ma mère, elles vont savoir que je suis juive. Donc elle finit quand même par lui dire qui elle est. Elle lui fait confiance, elle lui demande donc des nouvelles plus précises de sa mère et de ses sœurs. Donc je trouve que ce personnage, qui est moins connu que Simone, est assez fantastique aussi. C'est vraiment une famille, je trouve remarquable. Voilà. Et vous savez donc que Simone Veil, elles sont 3. Donc sa sœur aînée, Madeleine, elle et sa maman,
être déportés à Auschwitz. Sa maman décédera à Bergen-Belsen, où elles sont transférées après dans une pagaille invraisemblable à la fin de la guerre, décédera du typhus. Sa sœur est malade aussi, mais elle survivra, et ça c'est vraiment un sort épouvantable. Elle mourra dans un accident de voiture en 52. Et en revanche, son père et son frère, qui ont été pris aussi à des moments différents, font partie du groupe, un groupe assez restreint de 800 personnes de Drancy qui sont déportées vers un camp qui s'appelle Kaunas. C'est une ville qui est en Lituanie. Et ça m'a étonné. J'ai fait un voyage dans les pays baltes. On est passé à côté de Kaunas, et notre guide, nous lui avons dit, c'est bien là qu'il y a eu un camp d'extermination. Manifestement, elle ne connaissait rien. Elle était jeune, hein. Elle ne connaissait rien concernant cet épisode-là de l'élimination donc des Juifs de Vilnius, qu'on appelait la Jérusalem du Nord, et de ces personnes qui avaient été transférées de Drancy pour aller dans ce camp, probablement pour exhumer et pour faire disparaître les traces de ce crime. Donc j'avais pensé à un personnage moins connu de cette famille Jacob. Voilà. Vous me donnez combien de temps? Je vous en dis 5 minutes. Ils sont jusqu'à 13h30. Bon, je vous en dis un tout petit peu encore. De voir. Voilà. Alors, mon père est né à Saint-Évarzec en 1916. Il est le dernier d'une fratrie. Il a 5 sœurs avant lui. Son père était maréchal ferrant dans un lieu devant lequel vous passez peut-être quand vous allez route de Concarneau. Ça s'appelle l'Arbre du Chapon. Et donc, même père de 5 enfants, il est mobilisé en 14 parce qu'on a besoin de maréchaux ferrants pour la guerre. On utilise encore beaucoup de chevaux dans la guerre de 14-18. Sauf que il a déjà une maladie. Je ne sais pas si vous le savez, c'était la maladie des maréchaux ferrants à cette époque-là, la tuberculose, qui était très très répandue et qu'on ne savait pas, absolument pas soigner. Alors ça, c'est le fils d'un médecin qui connaissait bien donc ce métier-là, qui m'a dit, mais c'est la maladie des maréchaux ferrants. Chaud devant, froid derrière, ils sont dans les courants d'air. Et donc, mon grand-père a déjà la tuberculose quand il est mobilisé en 14. En 16, pour maladie aggravée au service, il est démobilisé, parce que je pense que sa tuberculose est beaucoup trop avancée pour qu'on continue de le garder. Donc il rentre, il donne naissance à mon père, et il meurt en 18. La famille ne veut pas dire qu'il a la tuberculose, parce que c'était une maladie comme le sida pendant un moment, si vous voulez, les gens en avaient terriblement peur. Donc ils disent qu'il est mort de la grippe espagnole. Mon père croira dur toute sa vie que son père est mort de la grippe espagnole. Ce n'est pas vrai, parce que sa mère meurt aussi de la tuberculose 2 ans après. Donc à 4 ans et demi, il est orphelin de père et de mère. Il est élevé par ses sœurs aînées. Il apprend le métier de maçon avec un beau-frère. Une de ses sœurs se marie à un moment à Quimper. Et à 18 ans, il part à Brest. Donc il arrive à Brest en l'année 35 à peu près. Et à Brest, à ce moment-là, vous avez donc des grands mouvements de grève. La situation des ouvriers, de ce qu'on appelle le prolétariat, est très très dure à cette époque. Et donc mon père, avec tous les camarades qu'il s'est fait sur son lieu de travail, adhère d'abord à la CGT et puis ensuite donc au Parti communiste. Et vous savez qu'en 1936, ils ont vraiment des avancées sociales importantes. Mon père me raconte donc ils ont 15 jours de vacances, c'est absolument extraordinaire. Donc avec tous les copains qu'il s'est fait, ils partent à vélo de Brest et puis ils vont dans les différents villages. Donc je sais qu'il va à Saint-Goazec avec son copain Germain Rioux. Après, je crois qu'il va à Plomelin. Et puis ensuite, il doit aller voir ses sœurs qui ont quitté Saint-Évarzec et qui sont vers la Forêt-Fouesnant. Bon, et puis en 1937, il est mobilisé. Il est mobilisé et il va être démobilisé uniquement en septembre 40. Parce que donc il fait son service militaire, il fait la guerre, ça va durer donc
de septembre 37 à septembre 40. Et quand il arrive à Brest, il reprend tout de suite contact avec ses camarades du parti communiste. Et lui, dès le début, je sais, son idée, c'est on les fera partir, on les chassera de chez nous. Ils ne resteront pas chez nous. Alors bien sûr, il connaît aussi l'idéologie nazie. Il sait aussi que les nazis et les fascistes ont aidé l'Espagne de Franco à battre la République. Voilà, donc il a participé aussi à cette lutte-là. Et il est résolument anti-nazi et antifasciste. Alors souvent on me dit, et le pacte germano-soviétique? J'ai envie de vous dire, ils sont tellement pris dans leur mobilisation, dans leur guerre, dans la crise énorme qu'il y a en Europe. Je sais qu'il a toujours pensé que de toute façon un jour, les Allemands et les Russes se feraient la guerre. Pour lui, ça a été un épisode malheureux, sûrement. Je ne suis pas sûre qu'il ait... Parce qu'à cette époque-là, vous savez, ils ne connaissaient pas la totalité du pacte. Hein. Ça a été découvert bien plus tard. Pour eux, ils croyaient un peu les justifications que leur donnait le Parti communiste. Et puis donc, il constitue dès 40 son premier triangle de résistance, avec les noms, je les connais. Et quelles actions? Au début, c'est très très limité, hein, les actions. C'est crever des pneus quand on le peut, de tout ce qui peut appartenir à l'armée allemande, c'est écrire des mots d'ordre, c'est commencer à distribuer des tracts, commencer à imprimer des journaux. Donc c'est une résistance qui se cherche, qui n'a pas encore trouvé tous ses moyens. Il appartient très vite à ce qu'on appelle donc l'organisation spéciale. Voilà, c'est un jeune homme, mon père est très grand, très très costaud, voilà. Je crois que c'est un homme vraiment d'idéal. Il est très très pris par son projet de ne pas laisser les Allemands et cette idéologie nazie s'installer en France. Alors il participe à différentes actions. Celle qu'il m'a racontée, c'est une action au moment où on construit la base sous-marine pour les Allemands qui sont installés comme chez eux à Brest, hein, qui profitent de toutes les installations de la marine française. Il y a un autre acte de résistance qu'il m'a raconté aussi en détail, c'est qu'ils veulent fêter le 14 juillet 1943, donc la nuit, ils pavoisent toute une rue de Lambézélec de rubans bleu, blanc, rouge. Il n'est pas tout seul, il raconte quelles sont les personnes qui sont avec lui. Et puis, fin 43, alors que jusqu'à présent, il n'a pas été inquiété, il y a eu depuis octobre 42 une grande vague d'arrestations de FTP dans le Finistère. Il y en a 240 qui sont arrêtés. C'est fait par le commissaire de police. Comment il s'appelle? Tout d'un coup, son nom m'échappe, je vous le retrouverai tout à l'heure. Un commissaire de police de Quimper, dont on a le rapport sur toutes ces arrestations. Et il connaît magnifiquement, parfaitement, l'organisation des FTP sur le Finistère. Donc, lui, il a échappé, il croit que, ça y est, quoi, il est passé entre les gouttes, pas du tout. Il y a donc deux tentatives d'arrestation le même jour, en fin 43. On vient le chercher sur le chantier, où il travaille. Par chance, il y a une personne qui entend les Allemands qui arrivent en voiture sur le chantier, le demander, qui demande, il s'appelle Madresse, donc c'est un nom qui n'est pas courant, donc tout le jeune apprenti qui est là sait de qui il s'agit, court le prévenir, il réussit donc à s'échapper et à se cacher dans, vous savez, les sortes de fossés qu'il y avait le long des voies ferrées, je ne sais pas si vous en avez vu, parce qu'à cette époque-là, les gens ont soit des vélos, pas de voitures, hein, bien sûr, et des petits trains qui les ramènent de l'endroit où ils sont vers Brest. Donc il réussit à faire prévenir le conducteur du petit train qui va le ramener sur Brest, qu'il faut ralentir à un moment pour qu'il monte dans le train, ne pas s'arrêter à la prochaine gare et ralentir avant d'arriver à la suivante pour qu'il puisse descendre. C'est ce qui s'est passé. Donc il est descendu à cette gare,
et il a pu rejoindre à pied une maison amie où il savait qu'il allait trouver de l'hébergement. Le lendemain matin, il est parti à pied à la gare, au Rodi, pour partir chez un ami à lui qui lui avait dit « Si un jour tu as des ennuis, je te cacherai ». Cet ami était à Tours et il a vécu chez lui quelques mois dans la clandestinité. Par ailleurs, dans l'appartement de mes parents, ma mère et moi je suis toute bébé, hein, j'ai quelques mois, on est déjà partis. Et donc il y a quelqu'un qui attend mon père avec donc une voiture qui est garée devant. Ce jour-là, il y avait le responsable des jeunesses communistes, Yves Autrette, qui devait dormir chez mon père. Il a vu la voiture et il est parti. Donc tous les deux ont échappé à l'arrestation, d'abord parce que mon père était tout seul, lui, Yves Autrette, parce qu'il était tout seul aussi, ma mère et moi, nous aurions été là, ça aurait été bien sûr absolument impossible. Nous étions à Saint-Goazec dans la famille maternelle. Donc après ça, on arrive début 44, hein, puisque ça s'est passé fin décembre 43. Il se fait faire des faux papiers. Il a toute une filière, bien sûr, avec qui il est toujours en contact, hein, avec les FTP. Il est chargé de s'occuper un petit peu du maquis de Saint-Goazec, qui s'est formé en juillet 43. Sur place, il a des relais. Il a une de mes tantes qui est déjà agent de liaison. Et il a un beau-frère qui fait partie du Front National pour la libération et l'indépendance de la France, qui le tiennent au courant. Il ne va que de nuit à Saint-Goazec à vélo. Il ne va jamais de jour, il est extrêmement prudent. Il est extrêmement prudent. Et puis à partir du 6 juin 44, ils ont reçu donc des mots d'ordre pour participer au sabotage des voies ferrées, des lignes de chemin de fer bien sûr, des lignes téléphoniques. Et donc il reprend une activité en attendant qu'ils reçoivent l'ordre d'aller s'occuper d'un parachutage. Il va participer à l'instruction des jeunes qu'il a recrutés, qui sont recrutés à partir donc de juillet 44. Ils ont des armes et surtout il nous a dit que c'était le plus beau jour de sa vie quand il a vu donc en ce courant juillet 44 les armes qui tombaient du ciel. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont voulu depuis longtemps être armés et qu'ils ne sont pas armés. Les Alliés ne leur ont pas donné des armes comme ça. Donc ils sont armés et surtout il y a un jeune sous-lieutenant parachuté de Grande-Bretagne avec qui il va vraiment former une équipe formidable il s'appelle Équivalence. Son vrai nom c'est Marcel Sich et c'est le grand bonheur pour lui. Donc il quitte à ce moment-là parce qu'il a des ordres hein, de l'état-major FTP, il fait pas ce qu'il veut, pour s'occuper du transport d'armes entre l'état-major et les ordres aussi, armes et ordres entre l'état-major et les différents bataillons. Il échappe miraculeusement pendant toutes ces années à l'arrestation parce qu'il avait une taille assez exceptionnelle, il était assez facile à repérer, mais il était extrêmement prudent. Moi je crois qu'il savait qu'il n'avait pas eu de famille lui, il avait perdu son père, il avait perdu sa mère, et je me suis toujours dit qu'il n'avait pas envie que sa femme et sa fille connaissent la même chose. Voilà. Ensuite, parce qu'il faut parler de ça pour bien le comprendre, cet homme-là qui était à mes yeux assez exceptionnel. À la Libération, donc, il monte une coopérative ouvrière du bâtiment, parce qu'il y a tout Brest à reconstruire. Ils sont 10, des résistants et des prisonniers de guerre qui sont donc revenus. Et il faut savoir que pendant quelques années du moins, tout le monde aura le même salaire. Qu'il soit le chef, qu'il soit le manœuvre. Mon père croit à ce qu'il appelle, c'est pas communisme qu'il appelle ça, il appelle ça le collectivisme. Il croit que les ouvriers seront propriétaires de l'usine ou de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Voilà. Et cette entreprise qui s'appelait la SCOR, Société coopérative aux ouvriers réunis, est devenue une entreprise qui a compté jusqu'à plus de 250 ouvriers, qui a travaillé dans toute la région. Je dis parfois ça au préfet de Quimper, c'est cette entreprise qui a fait son abri anti-atomique, par exemple. Voilà. Ils ont fait aussi plein de travaux.
Et donc je crois que mon père a été très heureux de cette partie-là de sa vie. Voilà. Alors ça c'est une action donc à Trévarez. Vous savez que les sous-mariniers de Brest, ils étaient très choyés par la marine allemande et donc forcément quand ils revenaient de leur expédition sous-marine, ils étaient hébergés dans des lieux qui étaient en général assez beaux, et donc en particulier dans ce château de Trévarez. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce château de Trévarez, il était incroyablement installé. Il faut savoir que quand il a été bâti à la fin du 19e, au début du 20e, il y a salle de bain, ascenseur, chauffage. C'est un lieu vraiment magnifique qui devait servir donc on va dire, de château pour inviter à la chasse les amis donc des propriétaires qui avaient un rôle politique dans le Finistère. Donc c'est très très beau, et donc ils étaient là, donc ces sous-mariniers étaient là, avec donc bien entendu toute aussi l'infrastructure allemande qui s'occupait d'eux. Donc à un moment, ils ont reçu l'ordre d'aller essayer de déloger les Allemands. C'était vraiment quelque chose de précieux. Ils y faisaient très attention. Et mon père était quand même assez âgé, voyez-vous. Mon père était né en 16, donc quand il participe à ces combats-là, ben vous faites le calcul, il a déjà 27-28 ans. Voilà. Il n'est pas comme tous ces jeunes gens qui arrivent, qui s'engagent, parce que les pères, eux, ils sont toujours prisonniers en Allemagne, hein, les pères et les grands frères. Ceux qui auraient pu les encadrer, ils sont souvent soit déportés, soit fusillés, soit en prison. Donc ce sont vraiment de tout jeunes gens qui s'engagent. Donc je sais qu'il est extrêmement prudent, oui, tout à fait. Et donc le château en fait a été bombardé, il n'y avait plus personne. Je ne me rappelle plus si c'est avant ou après. Et à ce moment-là, lui il part donc à l'état-major à Quimper, où il s'occupe donc, il a une Citroën dont ils ont enlevé les portières, qui est chargée donc d'armes. Et il va donc approvisionner les différentes unités qui combattent. Voilà. En particulier, il est toujours resté attaché à son bataillon de départ, qui était donc... Alors, il a porté deux noms, ce bataillon. On l'appelait le bataillon équivalence, du nom du jeune lieutenant qui avait été parachuté et qui était son commandant militaire. Et après, je ne sais pas dans quelles conditions, il s'est appelé le bataillon Stalingrad, parce que c'était une bataille mémorable, celle qui a signifié l'arrêt des victoires allemandes, le fameux tournant de l'année donc 43. Voilà. Mais c'est gentil de vous être intéressé à Jacob. Alors si ça vous amuse, Jacob Mendès, donc mon père, nous nous appelons au départ Mendès. Nous sommes les descendants en ligne directe d'un certain Mathieu Mendès, dont on parle beaucoup aussi sur Internet, on parle de lui à propos de la révolte des bonnets rouges, parce qu'il a sauvé la vie de ce pauvre, je crois que c'est monsieur de Kersalin, qui avait été battu, jeté dans un fossé. Et donc ce Mathieu l'a porté sur ses épaules. C'était, comment ça s'appelait à l'époque? C'était Baudivite, ce qui correspond à peu près à, pas Sainte-Marine, mais Combrite. Il l'a porté sur ses épaules jusqu'à l'Audet, l'a mis dans une barque, l'a ramené à Quimper. Donc peut-être que c'était un homme bien bâti aussi. Et malheureusement, ce pauvre monsieur de Kersalin est mort des coups qu'il avait reçus. Donc le prêtre qui avait procédé à l'enterrement, à la messe d'obsèques de Mathieu Mendès, a jugé bon de rappeler tout ça. Donc c'est comme ça que nous savons ce qu'a fait Mathieu Mendès. Voilà. Donc mon père, en s'évadant, c'est pas à la déportation qu'il a échappé, hein, c'est au peloton d'exécution. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le coup, il n'est pas dans le sujet. Voilà. Pas de la déportation raciale, mais qui était menacée, oui. Il y a eu des réseaux qui exfiltraient les aviateurs. Ça, oui, ils sont très très nombreux.
Ils avaient compris ça, que c'était très très important d'exfiltrer tout ce qui tombait donc sur le territoire breton, c'est-à-dire soit des avions qui venaient généralement de l'Orient, plus généralement que Brest. C'était plutôt de l'Orient, donc qui remontaient vers l'Angleterre. Oui, il y a eu des réseaux d'exfiltration, ça c'est très très intéressant. Ça c'est peut-être alors qui vous en parlerait très très bien, c'est Jean-Guy Vourche qui vous en parlerait bien de ces réseaux d'exfiltration. Ses grands-parents, sa famille étaient vraiment très impliqués. C'était un réseau qui passait par Camaret en particulier. Il y en avait un autre qui passait par le Nord Finistère, par Sibiril. Vous avez aussi celui qui passait par les côtes d'Armor vers Plouar. Mais que je connaisse et qui vous en parlerait bien, si ça vous intéresse, ces réseaux-là, c'est Jean-Guy Vourche. Voilà, il connaît très très bien ça. Alors, je ne sais pas si je réponds si j'ai répondu à ce que vous attendiez. Oui. Oui, bon, enfin, je vous remercie. Je vous remercie. Alors, j'ai des petits-enfants qui veulent faire un peu comme toi, qui sont très très cinéma. Une petite fille qui veut faire scénariste. Et j'ai un autre petit garçon qui veut faire, lui, producteur de cinéma. Voilà, on pourrait peut-être faire des choses ensemble. En tout cas, c'est bien d'avoir déjà des belles idées comme ça. Et qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie de faire ce concours? C'est vous? Bon, j'ai juste proposé à ceux qui voulaient d'encadrer. Après, c'est eux qui cherchent. Ben, merci, c'est déjà bien, parce que on est des fois désolé de voir à quel point cette période qui est assez extraordinaire. Vous avez des grandes périodes comme ça dans notre histoire. Vous avez la Révolution française, surtout avec, on va dire, les premiers temps, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est magnifique, quoi. On n'est plus les sujets du roi de France, on devient tout d'un coup des citoyens. Sauf nous, hein. Voilà, tout d'un coup, nous, on nous a oubliés. Il a fallu, pour avoir le droit de vote, être vraiment considérés comme des citoyennes à part entière, qu'on attende pour voter la première fois le 29 avril 1945. Bon, c'est quand même pas vieux. Voilà. Je trouve ça c'est bien. Et puis, vous savez, moi j'aime beaucoup un historien qui s'appelle Johann Chapoutot et qui a bien travaillé sur l'idéologie nazie. Et je trouve qu'il y a une phrase qui résume très très bien la façon de penser des nazis, qui a été prononcée donc par Goebbels après la victoire en 1933. Nous avons effacé 1789 de l'histoire. Je trouve que cette phrase résume, vous n'êtes pas d'accord? Ouais. Toute leur idéologie. Non, pour eux, les hommes ne naissent pas libres et égaux en droit. Oui, certains ont le droit de vivre parce qu'ils sont supérieurs aux autres. Non, voilà. Puis on va faire comme ont fait les Américains quand ils ont conquis l'Ouest. Nous, on va conquérir l'Est pour se faire de l'espace vital. On va bien en éliminer quelques millions. Et les autres, on les gardera pour nous servir d'esclaves. On se demande comment des êtres normaux et intelligents ont pu adhérer à une idéologie pareille. Vous savez ce qui s'est passé, par exemple, pour ce qu'on appelle les bâtards de Rhénanie? Moi, je trouve ça complètement extravagant. Donc, vous savez, après le traité de Versailles, la France devait occuper à un moment la Rhénanie. Elle y a mis des troupes coloniales, c'est-à-dire des gens qui avaient la peau colorée. Et donc, il y a eu des enfants qui sont nés, qui étaient des enfants métis. Eh bien, je crois que le nombre d'entre eux qui ont été stérilisés par les nazis est de 300. Surtout qu'ils ne se reproduisent pas. Voilà. Les anormaux, les gens qui... On les supprimés aussi. C'est une idéologie, moi je n'arrive toujours pas à comprendre comment cette idéologie-là a pu avoir autant de succès. Je trouve ça invraisemblable, ce qui s'est passé. Je crois que récemment, on a reparlé par exemple du geste de Beate Klarsfeld, quand elle a su qu'il y avait donc, il s'appelait Kissinger, qui était donc devenu chancelier en Allemagne. Elle a organisé, comme elle a pu, un coup qui lui a permis publiquement
de gifler Kissinger pour dénoncer, en le traitant de nazi. Elle avait été condamnée dans un premier temps à 1 an de prison. Après, finalement, le procès a été revu et donc elle a été libérée. Mais oui, bien sûr que la question se pose aussi. La question se pose partout, dans tous les pays, parce que ce n'est pas une guerre entre l'Allemagne et la France. C'est presque, dans beaucoup d'endroits, une quasi-guerre entre 2 idéologies quand même. Hein, entre l'idéologie nazie, ceux qui l'acceptent, ceux qui pensent que eux aussi ils font partie des races supérieures, et ceux qui luttent. Et souvent, la ligne de fracture, elle ne se fait pas à la frontière franco-allemande ou à la frontière franco-polonaise, elle se fait au sein des populations elles-mêmes. Donc les gens qui ont adhéré à l'idéologie, ils sont nombreux. Maintenant, ceux qui ont torturé, ceux qui ont fait des expériences médicales sur les déportés, les considérant comme peut-être on considère nous des animaux. Et ça nous pose aussi la question, est-ce que nous avons le droit de considérer aussi les animaux comme cela? Eh bien, ces gens-là, pour beaucoup, ont été impunis et ont fini leur vie tout à fait tranquillement. Oui, je trouve ça. Alors, la génération d'après, la génération des enfants de ces nazis, là, s'est rebellée. Si vous regardez l'histoire allemande, ils ont voulu demander des comptes à leur père. Qu'as-tu fait pendant la guerre? De quel côté étais-tu? Est-ce que tu as tué? Est-ce que tu as torturé? Est-ce que tu as adhéré à l'idéologie nazie? Et c'est bien que cette jeunesse-là se soit posé des questions, parce que je crois que l'Allemagne, elle a fait un énorme travail sur son histoire. Est-ce qu'en France, on a fait aussi, nous, ce travail sur notre histoire? Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre, parce que lorsque l'on a rétabli la République, on a un peu dit, finalement, toute la France était résistante et toute la France s'opposait à l'occupation allemande. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut savoir quand même que la police française a été la plus dangereuse, beaucoup plus dangereuse que la Gestapo, en particulier pour ceux qui étaient les juifs et les communistes, qui étaient donc les ennemis. Hein. Il y avait les juifs, les communistes et les francs-maçons dans l'ordre. Hein. Non, il n'y a pas eu, je pense, ce travail sur la police française. Non, je ne pense pas. Et pas seulement sur la police. Je me rappelle avoir un jour rencontré une femme qui était maire à Morlaix. Elle m'a dit, mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé une caisse de lettres de dénonciation. Non, je pense que le travail n'a pas été fait chez nous non plus. Donc c'est bien que vous êtes la génération, même peut-être des arrière-petits-enfants finalement de cette génération-là. Hein. Je vois, oui, par rapport à mon père, ce sont ses arrière-petits-enfants, mes petits-enfants. C'est bien que vous fassiez ce travail, parce que je crois que quand une société, c'est comme dans les familles, vous savez, on parle beaucoup des secrets de famille. Quand dans une société, on essaie de cacher la réalité, je pense que cette société, elle a besoin de vérité. Je pense que votre génération a besoin de savoir ce qui s'est passé, a besoin de savoir que c'est la police française, la gendarmerie française, qui a procédé à garder les camps où étaient les raflés, par exemple à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande, des rafles du 16 juillet à Paris. Je crois que vous avez besoin de savoir ça. Il n'est pas question d'aller, comment dirais-je, refaire un procès maintenant. Il faut parler, il faut dire les choses. Je crois que vous méritez la vérité. Cette génération-là mérite la vérité. Peut-être que c'est à vous de la dire et de la chercher. Et donc, effectivement, non, les coupables, je ne sais pas comment ils ont fait avec leur conscience pour mourir après tout ça. C'est assez inimaginable. Simone Veil dit d'ailleurs que au moment de son dernier soupir, ce à quoi elle pensera, c'est à tous ces enfants qu'on a gazés, qu'on a tués. Tout simplement parce que leurs parents, leurs grands-parents, vous imaginez, avaient pu être juifs ou être considérés comme juifs. Et quand vous regardez l'histoire du peuple juif, il y a eu forcément des mélanges de sang. Cette notion de sang, là, pure, elle est impossible à défendre. Enfin, je ne sais pas quel est votre point de vue. Je trouve ça invraisemblable, quoi. Regardez tout ce qu'on trouve maintenant sur, par exemple, la quantité d'ADN que l'on a, des différentes humains à l'origine de notre histoire. Mais on n'en parle pas souvent, ça.
Mais je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, le sang bleu. Voilà, les nobles, la noblesse qu'il y a eu en France, c'était une noblesse franque qui se prétendait aussi de sang bleu. Donc c'est vraiment une maladie quand même. Hein. Pas possible ça. Ils sont consanguins. Tout à fait. Quand on regarde leurs photos, ou là, les tableaux qui ont été faits par Goya, franchement, on se dit qu'ils auraient mieux fait de se mélanger un peu. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc pour terminer sur une note un peu plus gaie.